Est-ce que je pense que l'enjeu de jouissance d'un certain nombre de psy, et là, psychiatre, psychologue, psychanalyste, psychothérapeute, enfin, ça transcende très largement les guerres de chapelle et les dispositifs et les étiquettes. L'enjeu de jouissance d'un certain nombre de psy, pas tous heureusement, mais enfin c'est un enjeu fort auquel invitent ces dispositifs-là, c'est finalement de se servir de la position de pouvoir qui est conférée à la fois par le fauteuil du psy et aussi par la situation de demande qui part souvent d'une souffrance ou d'une détresse de la part de la personne qui vient, pour permettre au psy, au fond, d'opérer un déni sur le bazar de sa propre existence. Qu'il arrive à se raconter d'une manière ou d'une autre que lui, quand même, il a compris ce que c'était que d'être au bon endroit. Si on reste dans ton expérience d'analyste, justement, je voulais te poser cette question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé que l'enfance ne soit pas un sujet pour un de tes patients? Mais de toute façon, le rôle de l'enfance dans la psychanalyse, il est souvent mal compris. C'est pas un rôle causal. C'est pas qu'on irait chercher dans l'enfance l'explication mécanique de tel ou tel trait de caractère, de tel ou tel symptôme, de tel ou tel phénomène actuel de la vie de la personne. Freud a cru ça au début. La naissance de la psychanalyse est très très habitée par un imaginaire au fond de détective, enfin l'imaginaire du médecin qui va essayer de chercher la cause de la pathologie. Avec en plus la fascination qu'il y avait à la fin du 19e siècle pour la physique classique et notamment pour la thermodynamique. Donc l'idée qu'il y a bien une matrice causale première, que si on arrive à trouver les lois de cette matrice causale, on saura mener ensuite l'investigation qui permettra de remonter à la cause première du symptôme. Mais même Freud lui-même, dans l'évolution de sa pensée, il s'est détaché progressivement de ça. Alors il y a plein de psychanalystes qui sont restés englués là-dedans. Mais disons, la moins mauvaise représentation que j'aurais de ça, on ne sait pas bien ce que c'est que ça, disons la psyché, c'est de supposer qu'il s'agit d'un espace multidimensionnel et que à chaque geste, à chaque interaction avec le monde, l'ensemble des dimensions sont convoquées d'une manière ou d'une autre. Elles informent le geste. Quand je dis elles informent le geste, c'est pas simplement qu'elles donnent forme au geste, c'est aussi elles conditionnent la façon dont le geste lui-même va être perçu par celui qui accomplit le geste. Parce que quand on pose un geste, on est aussi en train de se regarder et poser le geste. Enfin, le geste a des effets aussi pour nous après. Donc, évidemment que l'enfance, les premières années d'un individu, sont évidemment une dimension assez fondamentale de ce qui va le tisser. Mais il y en a d'autres des dimensions. Le rapport au corps, et il faudrait dire les rapports au corps. Mais de la même façon, quand on dit l'enfance, qu'est-ce qu'on dit? Même quand on dit la relation au père, ou la relation à la mère, même dit comme ça, c'est extrêmement réducteur. Parce que tu n'as pas eu qu'un père et qu'une mère. La psyché est tellement complexe, elle est tellement fragmentée. Il y a rien de plus saugrenu que ce mythe très contemporain du fait qu'un individu équilibré serait un individu qui serait cohérent. T'as pas eu un père, t'as eu des pères. Le père avec lequel tu rigolais, le père qui t'engueulait, le père qui t'est saoulé, c'est des personnages extrêmement différents. Enfin, des incarnations différentes. Ils se tenaient pas de la même façon. Sa voix n'était pas la même. La relation pouvait changer du tout au tout. Et puis, il n'y a pas eu que ce père-là avec lequel tu interagissais. Il y a aussi le père dont ta mère te parlait, le père dont elle était amoureuse, ou le père avec lequel elle se disputait. Il y a eu le père tel que tu le voyais interagir avec ses amis, ou avec ses propres parents, qui était encore un autre père.
D'ailleurs, ton père, tu l'as connu à tous ses âges d'une certaine manière, parce que parfois à cet endroit-là, c'était un gamin de 10 ans que tu avais en face de toi. Parfois un jeune homme de 20 ans, et parfois il avait vraiment son âge. Parfois c'était même un vieillard avant l'heure. Enfin, donc tu as eu des pères, des mères. Donc même quand on dit la relation au père, comme si on pouvait simplifier ça et dire globalement, voilà, papa était dépressif et la relation au père, elle était de ce type. C'est rarissime qu'une relation soit tellement pauvre qu'elle puisse être vraiment caractérisée de cette façon-là. Même quand on a posé le mot dépressif, ça ne veut pas forcément dire qu'il tirait toujours une tête de 3 km de long. Bon. Donc, mais bon, évidemment quand même que dans toute leur complexité, les relations qu'on a eues avec nos parents, enfin en tout cas avec les adultes qui étaient présents, puis avec le reste de la fratrie, sont très constitutives de qui on est devenu, de notre relation à l'autre. Chez l'être humain, chaque événement nouveau, non pas vient se réinscrire dans une structure qui serait figée, et où chaque événement nouveau serait juste une répétition anodine de quelque chose, auquel cas, effectivement, il suffirait de voir les premières années, on aurait tout compris. Mais en même temps, l'événement nouveau ne vient pas s'inscrire sur une page vierge. Il vient interagir avec une argile qui a déjà plein de contours. Donc, évidemment que l'enfance est importante, mais comme plein d'autres choses sont importantes. Ce qu'on va essayer d'entendre, c'est plutôt la manière dont tout ça se fait écho. Les relations à son corps, son enfance, tels aspects de son enfance, le rapport au langage, le rapport aux sentiments amoureux, dans quels endroits on se sent en insécurité, dans quels endroits au contraire on se sent bien, et si on essaye de creuser un peu plus, qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien à cet endroit, qu'est-ce qu'il a de l'ordre du corps, de l'imaginaire, voilà. Alors à ce titre-là, oui, bien sûr que rencontrer quelqu'un, c'est aussi rencontrer l'enfant qu'il a été. Et quand c'est amené comme ça, c'est rare qu'il y ait des réticences fortes. Disons, ce qui est chiant, ce à quoi un certain nombre de gens résistent, et à juste titre, enfin, de manière tout à fait légitime, c'est cette vision très réductrice qui ferait considérer que en passant quelques heures à décrire papa et maman, ça y est, on aurait la clé. Ouais. Dites-moi comment sont comportés vos parents et je vais vous dire pourquoi vous avez du mal à, je sais pas moi, quitter votre job. Ça, ouais. Et c'est pas non plus, disons, essayer d'entendre ce que l'enfance a eu d'extrêmement douloureux, c'est pas non plus chercher la merde. Enfin, aller trouver le grand trauma. Il existe parfois. Oui, bien sûr que certaines personnes ont été incestées ou maltraitées. Mais même d'ailleurs quand c'est le cas, ça peut être malgré tout l'arbre qui cache la forêt. Ce que je veux dire par là, c'est que chez un être humain, la violence subie ne se ramène jamais seulement à du factuel. Même quand elle est terrible, hein, 2 personnes qui ont été torturées, grosso modo, 2 troncs d'arbres qui ont été sciés, ils ont été sciés. Bon, voilà, amener une tronçonneuse et grosso modo, ça donne à peu près la même chose chez les 2 troncs. Ils sont coupés en 2. On place 2 individus dans un camp de concentration nazi. On soumet 2 individus à une même torture physique. Ça va les meurtrir sur un plan psychique extrêmement différemment. Donc, même quand il y a un événement terrible ou quand il y a un élément structurel terrible dans l'histoire de la personne, finalement, cet événement ou cet élément structurel n'ont de sens que quand on le met en relation avec tout le reste. Donc, comme événement, ce ne sera jamais la cause du caractère de la personne. C'est l'événement et la façon dont ça a été accueilli, mis en récit, interprété, métabolisé par la personne, oui, influe, mais donc finalement c'est toute son histoire qui est tout le temps requise. Et
Et si on le prend comme ça, finalement, ce qu'on cherche à entendre quand on parle de l'enfance, c'est pas simplement les endroits douloureux. D'abord, si on le prend comme ça, c'est intéressant d'apercevoir que des endroits extrêmement douloureux, il y en a dans toutes les histoires aussi, parce qu'on peut avoir eu des parents tout à fait aimants. Ça veut pas dire que on n'a pas rencontré les terreurs de nos parents. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des endroits au fond du. Enfin, voilà, ce que je disais tout à l'heure, hein, le moment où tu as envie de balancer ton gamin par la fenêtre, ça dure pour toi une seconde. Pour lui, ça dure une éternité. Hein. Il y a quand même là un lieu de terreur absolu, et c'est inévitable. Enfin, il y a aussi des moments où ton gamin, déjà, d'une certaine façon, tu l'abandonnes très radicalement. Il y a des moments où il a besoin de toi et t'y vas pas. Et tu te dis, non pas, oh, c'est important de le laisser pleurer, mais tu te dis aussi, bon, il va trouver des ressources. Voilà, j'y vais pas systématiquement et parfois même t'y vas pas juste parce que t'es super crevé et que tu dis, oh putain, là, c'est bon, j'y vais pas. Mais pour toi, c'est juste allez, c'est bon, là, j'y vais pas. Ça va, j'y suis allé 10 fois. C'est bon, il pleure un peu, tant pis, il pleure, quoi. Bon. Toi, tu te dis ça. Mais ton gamin, donc il a 5 mois, c'est ça? Ouais. Il sait toujours pas, enfin, il sait déjà saisir des objets? Ouais. Oh oui. Oui, ça quand même, 5 mois, oui. Mais enfin, donc, ok, il se retourne, il sait saisir des objets et il fait un peu de quatre pattes. Mais enfin, c'est malgré tout. Pas encore le quatre pattes, ça va venir. Pas encore le quatre pattes. Voilà. Je suis encore préservé d'une certaine mobilité pour l'instant. C'est ça, malgré tout, sa condition, elle est d'une impuissance absolument paniquante. Ah bah oui, je suis d'accord. Fallait la sortir aussi, la théorie de l'enfant roi, hein, l'enfant tout puissant. Ça, c'est entre autres perles assez extraordinaires, devenu un lieu commun. L'enfant, il a besoin de limites parce que sinon, il va croire qu'il est tout puissant. La réalité concrète, l'éprouvé concret le plus évident d'un nourrisson, c'est son impuissance vertigineuse et paniquante. C'est pas sa toute puissance. Hein. Qu'il puisse y avoir des effets pernicieux dans la relation aux parents à partir du moment où il s'aperçoit du fait que quand il crie, le parent arrive. Mais en même temps, quand il crie, le parent arrive, c'est plus ou moins vrai. D'abord, le parent arrive pas toujours. Même quand il arrive, parfois il arrive de mauvaise humeur. Et en plus, une fois sur 3, il se plante dans sa réponse. Donc, c'est parce que le parent arrive, l'enfant se croit tout puissant et alors particulièrement dans les éducations post-68 c'est évident, c'est ça le grand problème, c'est que c'est des enfants qui sont dans la toute-puissance. Il s'est bâti un délire là-dessus qui est ahurissant. De crétinerie conceptuelle, de déni de réalité, de simplification abusive, enfin, et en plus les gens qui affirment ça pontifient, enfin, là encore. Parfois, j'ai très envie de... c'est pas toujours facile de rester doux. Bref. C'est pas une obligation. Non mais bon. Tout ça pour dire oui que donc évidemment que même avec des parents très aimants, il y a des choses terribles dans l'histoire de l'enfant. Terribles. Même prenons un autre élément. Tout à l'heure, tu savais pas s'il fallait que tu t'intitules toi-même jeune con ou vieux con. Sauf que justement, il y a quelque chose. Jeune con, c'était il y a 6 mois, parce qu'il y a quand même quelque chose qui a changé de manière draconienne. Et je peux pas croire que tu ne t'y sois pas confronté. C'est le caractère aussi extrêmement violent que c'est d'avoir un premier enfant, parce que ça te rapproche de la mort considérablement. Enfin, moi, je me souviens, pour moi, ça s'incarne vraiment dans un moment très précis. J'ai eu mon premier enfant à 35 ans. Et un jour, il était né depuis, je sais pas, une semaine, 10 jours, un truc comme ça. Et j'étais dans ces moments que tu dois connaître aussi, qui sont des moments de grande détente, parce que tu es en train de faire la vaisselle, mais au moins la mère et l'enfant sont en train de dormir. Donc tu es quand même en train de t'activer comme un dingue pour faire tout ce qui n'a pas été fait, mais t'as l'impression que c'est les vacances, quoi. Enfin, ils dorment. Donc tu fais ta vaisselle. Voilà. Donc, t'es en train
de faire la vaisselle. Mais comme quoi, ça m'a marqué. Je me souviens, j'étais en train de faire la vaisselle. Et puis, soudain, j'ai réalisé que quand mon fils aurait 15 ans, ce qui dans ma tête était, voilà, après-demain, quoi. Il sera tout gamin. Enfin, il aura 15 ans. Du coup, j'ai réalisé que quand il aurait 15 ans, moi, j'en aurais 50. Et que donc, en fait, j'étais presque déjà un cinquantenaire. En fait. Voilà, tiens, demain, je vais avoir 50 ans. J'en ai 35, mais tout d'un coup, les 15 ans qui me séparaient des 50 ans, ils se sont aplatis à une vitesse folle. Et j'ai réalisé que j'étais aussi près de mes 50 ans que de mes 20 ans. Ce qui est, je veux dire, quand je dis réaliser, justement, c'est pas comme si j'avais jamais fait les comptes jusque-là. Mais qu'est-ce que c'est réaliser chez un être humain? Ça aussi, ça a à voir avec ce que c'est que la psychanalyse. C'est-à-dire que, il y a des choses, tu les sais consciemment, tu es capable de les verbaliser. Mais au fond, c'est une parole qui est totalement déconnectée de tout éprouvé émotionnel. Ça s'inscrit pas profondément en toi. Donc bon, tu le sais, mais non, là vraiment tout d'un coup, ça a pris une épaisseur. Et je me souviens très bien du fait que d'ailleurs, la tristesse qui m'est venue immédiatement, par un drôle de subterfuge de mon inconscient, c'était pas directement moi. J'ai pensé à une amie extrêmement chère, la même qui me dit encore aujourd'hui, voilà, c'est juste que toi et moi, on est plus névrosés que la moyenne, et que j'ai connue quand on avait 17-18 ans. Et j'ai pensé à un autre ami, un ami de lycée, avec qui j'ai été coloc, que j'adore aussi. Et tout d'un coup, j'ai pensé à eux, et je les voyais encore comme des tout jeunes hommes, et un tout jeune homme et une toute jeune femme. Enfin, à 35 ans, t'as encore 25 ans dans ta tête. Hein. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que très bientôt, ils allaient avoir 50 ans. Et en plus, à l'époque, pour moi, 50 ans, c'était vieux. Aujourd'hui, là, je vais en avoir 55 dans quelques semaines. Ça va, je me sens très jeune et très fringant, mais et donc, tout d'un coup, en réalisant que bientôt, c'est cette jeune femme et ce jeune homme que j'aimais énormément, ça va être des cinquantenaires. J'ai été envahi d'une tristesse, mais vraiment insondable. Et oui, bien sûr que il y a quelque chose quand même, surtout aujourd'hui, parce que avec les progrès de la médecine et de l'alimentation, on a quand même en tête qu'on va pas mourir avant. Enfin voilà, on va mourir sans doute à 70, 80, 90 ans, même si ça se trouve, toi et moi on passe sous un camion demain, mais on n'entre pas aujourd'hui dans l'hiver en se disant qu'on a de bonnes chances de pas en sortir. C'est bon. Et donc, on est assez nombreux, moi en tout cas, à s'être construit un rapport imaginaire à la mort qui n'arriverait que dans la vieillesse. Et donc, finalement, les générations jouent un peu comme des couches protectrices. Un peu comme quand les Grecs de l'époque classique faisaient la guerre en phalange. C'est les premiers rangs qui risquent d'être tués. Quand t'es au 4e rang, t'es juste là pour prendre ta place au 3e rang quand une place se libère. Et en fait, la place au 3e rang se libère quand il y en a un qui avance parce que la place au 2e rang s'est libérée parce qu'il y en a un qui a été tué au 1er rang. Quoi. Bref. Et donc, on s'est représenté les choses comme ça. Donc nos parents, c'est des jeunes parents. Il y a nos grands-parents, il y a éventuellement nos arrière-grands-parents. Alors eux, ils sont en train de déguster. Quoi. Eux, ils sont sous les obus, ils sont en première ligne. En 2e ligne, il y a les grands-parents. En 3e ligne, il y a les parents. Puis nous, tranquillement, en train de batifoler à l'arrière. Quoi. Et quand même, quand tu commences à avoir des enfants, tout d'un coup, c'est eux qui batifolent à l'arrière. Puis toi, t'avances d'un cran. Et tu fais de tes parents, qui étaient des jeunes parents, des grands-parents. Et tout d'un coup, c'est papy truc et mamie machin. C'est chez une espèce qui n'a aucune conscience de la mort, c'est pas grave ça. Chez une espèce qui sait que le temps passe, il y a là-dedans une violence considérable. Évidemment qu'il y a en chaque parent, il y a un Chronos qui a envie de dévorer ses enfants pour rester éternel. Donc cet enjeu de violence, il est là dans toute relation parent-enfant. Il n'est pas forcément là avec la même acuité, il n'est pas forcément dévastateur, mais il est là. Et il y en a plein d'autres. Il y a le fait que une des fonctions que l'enfant vient jouer dans ton économie psychique, c'est quand même de fantasmatiquement t'immortaliser. C'est-à-dire que tu as envie de transmettre à tes enfants l'essentiel de ce qui pour toi a de la valeur dans ton rapport à l'existence. C'est un moteur essentiel de notre position de parents. Ce n'est pas que aliénant, mais c'est aussi aliénant.
Ça veut quand même dire que d'une certaine manière, on dit à l'enfant, ça, t'as intérêt à ce que je te le transmette parce que sinon, je vais me demander si ma vie a un sens. Donc, ingurgite parce que j'en ai vraiment besoin. Bon, c'est à la fois un moteur extraordinaire. C'est avec ça qu'ils vont se construire. Mais ils vont se construire avec ça et contre ça et malgré ça. Enfin, c'est aussi un carcan terrible. Et donc, cet enjeu-là, il est universel. Donc, en fait, interroger l'enfance de la personne, c'est pas pour aller chercher en quoi ses parents auraient été exceptionnellement maltraitants. C'est aussi pour mettre en lumière les enjeux de violence qui sont consubstantiels à la condition humaine, ceux aussi qui sont inévitables étant donné la culture à laquelle on appartient et ce dont on hérite. Et ensuite, pour voir aussi comment ils se sont instanciés, comment, au sein parfois de relations très belles. Mais ils ont forcément joué d'une manière ou d'une autre. Et je fais que citer ceux-là, mais il y en a plein d'autres. Et puis, encore autre élément, c'est pas simplement pour aller examiner les souffrances. C'est que précisément, les choses très heureuses de ton enfance, la manière dont tu as été invité à goûter le monde, à goûter la relation à l'autre, l'endroit où ça a eu de la saveur, ça fait bien sûr aussi complètement partie de qui tu es. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que la psychanalyse, pour moi, c'est un endroit très savoureux parce qu'on ne fait pas qu'y verser des larmes. C'est un endroit où on peut laisser résonner les plus grandes tristesses, mais précisément parce qu'on peut aussi y rire aux éclats et parce que on apprend tout autant de quelqu'un et il apprend tout autant de lui-même en revisitant les moments les plus heureux. Enfin, qu'est-ce qui les a rendus si heureux justement? Qu'est-ce qui a donné tant de saveur à telle pratique, telle activité, telle vacance, telle et quand quelqu'un se met à dire que voilà tel roman pour lui quand il avait 12-13 ans ça a été énorme et immense et j'ai pas fini de revisiter les Trois Mousquetaires et le Seigneur des Anneaux et toutes les fonctions que ces deux romans ont joué pour moi. Voilà, donc c'est l'enfance, c'est tout ça. C'est pas juste aller à la recherche des traumas. Ouais, bah ça fait du bien de l'entendre, je crois. Ça fait du bien de le rappeler. Parce que quand on se tient justement à l'écart du fait de rentrer dans un cabinet, soit de psychanalyste, soit d'autres accompagnements possibles, c'est l'image qu'on en a, je pense. C'est potentiellement la simplification qu'on fait, quoi. Mais parce que je pense que l'enjeu de jouissance d'un certain nombre de psy, et là, psychiatre, psychologue, psychanalyste, psychothérapeute, enfin, ça transcende très largement les guerres de chapelle et les dispositifs et les étiquettes. L'enjeu de jouissance d'un certain nombre de psy, pas tous heureusement, mais enfin c'est un enjeu fort auquel invitent ces dispositifs-là, c'est finalement de se servir de la position de pouvoir qui est conférée à la fois par le fauteuil du psy et aussi par la situation de demande qui part souvent d'une souffrance ou d'une détresse de la part de la personne qui vient, pour permettre au psy, au fond, d'opérer un déni sur le bazar de sa propre existence. Qu'il arrive à se raconter d'une manière ou d'une autre que lui, quand même, il a compris ce que c'était que d'être au bon endroit. C'est là que ça devient un dispositif d'une terrible violence, et que souvent, bien sûr, ça suppose que le psy mette en œuvre quelque chose comme un discours de maîtrise sur la psyché, sur lui-même et donc sur l'autre. Et dans ce discours de maîtrise, il y a aussi les enjeux de jouissance qui peuvent être liés au fait de pouvoir se raconter que quand on reçoit quelqu'un qui a subi quelque chose de terrible, finalement, on est au fond, on est un d'autant plus grand psy, avec au fond, finalement, cette même représentation très patriarcale où qu'on soit homme ou femme, on peut passer parce que il y a des femmes aussi on peut passer sa vie entière à mesurer la longueur de son kiki, grosso modo. Et qu'un grand psychanalyste, c'est quelqu'un qui a reçu beaucoup de gens qui avaient été victimes de choses terribles. Et où là, il y a une sorte d'appétit pour les détails croustillants, les plus horribles de l'histoire de l'autre, parce que
On est celui qui entend ça, qui écoute ça. Bon, bien sûr que ça peut être très très beau, mais ça peut être très horrible, justement. En fait, la question, c'est quels sont les enjeux de jouissance et chez celui qui écoute et chez celui qui parle. Ça peut être très très beau que des mots puissent enfin se poser, des mots délicats sur des choses terribles que quelqu'un a vécues. Et puisse enfin être entendu. Entendu, ça veut pas dire compris, circonscrit. Ça veut dire que ça puisse résonner dans l'espace et qu'on en entend quelque chose, on en appréhende quelque chose de ce qui s'est passé là, dans ce qui jusque-là avait été indicible. Oui, bien sûr. Mais finalement, quand je dis ça, je peux parler tout aussi bien d'un événement extrêmement douloureux que la personne n'a jamais pu évoquer parce qu'elle en avait honte, par exemple, ou parce qu'elle se le masquait à elle-même, au fond, que d'un moment très heureux, qui n'a jamais été dissible non plus, parce qu'on n'avait pas les mots et que tout d'un coup on revisite ce qui s'est passé ce jour-là, ce jour où un parent a offert un cadeau qui a eu tellement de valeur, ou a prononcé des paroles dont on se souvient encore. Et revisiter ce moment-là, c'est pas moins précieux. Ouais. Puis il y a cette faculté euh, en, en déposant ce qu'on a, de plus être la seule personne concernée par cette Oui, façon de l'avoir emmagasiné, puisque ça bien reste sûr. important pour la personne dans le présent, c'est bien que c'est quelque chose qui a été important pour elle, et comme ça a été important et marquant, le fait d'être seul avec cette information, puisque personne n'a vu à quel point c'était important pour cette personne, juste le fait que ça soit Ouais. plus accueilli, c'est déjà Mmh. quelque chose. Bah, surtout que c'est pas seulement une information. Une notion avec laquelle je joue beaucoup ces derniers temps, c'est la notion que j'appelle d'espace imaginaire. C'est pas moi qui ai forgé cette notion-là, mais en général, elle est utilisée quand elle est utilisée en sociologie, c'est d'une autre manière. Ce que j'appelle espace imaginaire, faute de mieux, hein, je prétends pas que c'est justement, je suis pas en train de m'attribuer la paternité du grand concept. Disons, trouver ça pratique pour appréhender un truc qui est très palpable sur un plateau de théâtre, justement, dans des impros, mais que j'extrais aussi finalement de ce qui est observé dans la clinique du trauma et aussi de ce qu'ont beaucoup raconté les survivants des camps de concentration ou de la guerre de 14. Ils ont été très nombreux à témoigner du fait que dans les années, parfois dans les décennies qui suivaient, il y avait des moments, parfois quotidiens, parfois hebdomadaires, parfois plus épisodiques, mais des moments où tout d'un coup, ils se sentaient de retour dans le camp ou dans la tranchée. Et alors, si on essaie d'analyser un peu ce qui se dit là, qu'est-ce que c'est être de retour? C'est sans doute pas, la majorité des cas, ce n'est pas de l'ordre de l'hallucination perceptive. Ça peut l'être, mais en général, c'est pas ça. La personne sait qu'elle est chez elle, dans son salon, ou qu'elle est dans une rue de Paris. Elle est pas en train d'halluciner. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des phénomènes de traitement de l'information perceptive spécifiques dans ces moments-là. C'est-à-dire que, mais c'est pas de l'ordre de l'hallucination vraiment. Mais oui, bien sûr. Disons que tout d'un coup, le bruit des moteurs des voitures dans la rue d'à côté, ça va être, le cerveau va le traiter à la fois comme le bruit des moteurs, oui, bien sûr, c'est la rue d'à côté, mais aussi parce que le cerveau est capable de traiter une même information de plein de façons simultanées. Il va le traiter aussi de manière assez nette, comme, je sais pas, le bruit des mitrailleuses et tel angle du mur qui nous fait face. On sait que c'est le mur de notre chambre, mais il va en arrière-plan, par l'inconscient cognitif, être traité aussi comme l'angle du baraquement. Voilà. Donc il y a bien du côté de la perception quelque chose qui se passe, mais c'est pas de l'ordre de l'hallucination. Mais au-delà de la perception, c'est finalement l'ensemble des images mentales qui sont suscitées. Alors images mentales, c'est pas simplement des images visuelles, c'est finalement l'ensemble de créations dans l'imaginaire,
de représentation, pour certaines olfactives, pour bon. Mais c'est aussi du proprioceptif, c'est-à-dire que c'est aussi une disposition du corps. Et c'est sans doute même vraiment beaucoup là que ça se joue, c'est-à-dire que c'est sans doute un certain rythme respiratoire, c'est sans doute la crispation de certaines parties du corps, la détente de certaines autres parties. Finalement, c'est un mode d'incarnation. Avec sans doute même du côté des rythmes physiologiques, enfin voilà, du rythme cardiaque, du rythme de la respiration, de tout un tas de choses qui se produisent dans le corps, quelque chose qui ramène l'individu à donc ce que j'appelle un espace imaginaire. C'est peut-être même d'abord dans le corps que ça se passe. C'est même pas sûr que ce soit d'abord dans l'imaginaire. Enfin, en tout cas, les interactions sont très serrées entre ce qui se passe dans le corps, ce qui se passe dans l'imaginaire. Ma supposition, c'est que finalement, on transporte tous avec nous des espaces imaginaires fondamentaux, un nombre assez indéfini d'espaces imaginaires fondamentaux, hein, pas la peine de dire qu'il y en a 2 ou 3 ou 4. Mais certains de ces espaces imaginaires fondamentaux sont des espaces de terreur, d'autres sont des espaces de jouissance, d'autres sont des espaces de tranquillité, etc. Bon. Et que bien sûr, ils se sont associés, ces espaces imaginaires aussi, à des moments qui les cristallisent. Et en fait, quand on ressuscite un souvenir, là encore, il y a 1000 manières de ressusciter le souvenir. On peut en parler de façon totalement désincarnée. Et au fond, du souvenir, il ne va presque rien rester, il va rester juste des faits. Ou on peut, en ressuscitant le souvenir, en parlant, mais ça dépend aussi du type d'écoute, du type de parole, ça dépend de plein de choses, il peut se passer qu'au moment où on ressuscite le souvenir, finalement, on ressuscite tout l'espace imaginaire qui l'accompagne, toutes les émotions, toutes les dispositions du corps, toutes les menaces, ou les sentiments de sécurité, ou les sentiments de jouissance, voilà. Tout ce qui va avec ce souvenir. Et là, en effet, si on n'est pas seul à cet endroit, il peut se passer quelque chose comme... parce que justement, quand on remobilise un souvenir de cette façon-là, il y a aussi cette caractéristique de la mémoire humaine, et c'est en ça qu'elle se différencie de l'ordinateur, que quand un souvenir est remobilisé, plus il est remobilisé en s'accompagnant d'affect, plus il se passe quelque chose au moment où il est remobilisé, plus ça modifie la façon dont il va se réinscrire ensuite. Si tu ouvres un fichier musical sur ton ordi et qu'ensuite tu le refermes, théoriquement, il est censé se réinscrire exactement tel quel pour que tu puisses réécouter ce fichier musical un nombre indéfini de fois et que ce soit toujours le même. Mais dans la mémoire humaine, ça fonctionne pas comme ça. À chaque fois que le souvenir est réinscrit ensuite dans la mémoire à long terme, il est empreint des modifications qui se sont produites dans sa remobilisation. Donc en fait, en remobilisant le souvenir d'une certaine façon, d'une certaine manière, on transforme le passé. Si on admet que le passé n'existe plus qu'à l'état de souvenir, si on modifie le souvenir, mais on ne le modifie pas dans un acte de maîtrise, parce qu'on choisit de modifier tel ou tel élément, ça on n'est pas capable, et heureusement d'une certaine façon. Mais on permet une ressuscitation du souvenir dont on sait qu'elle va le mettre en mouvement et que quand il se réinscrira, il ne se réinscrira plus à l'identique. D'où aussi le fait que ce qui nous intéresse, c'est pas tellement que le souvenir soit vrai. C'est qu'est-ce qu'il va conditionner de la gestuelle de l'individu, de son rapport au monde. Et qu'est-ce qui, en bougeant, va décoincer des trucs et ouvrir des nouveaux espaces, des nouvelles possibilités. Et au fond, si on repart sur l'analogie avec les camps de concentration, je pense au récit que m'avait fait un copain qui était allé visiter, je me souviens son mois, Auschwitz, je crois que c'était un voyage collectif à l'époque où il était étudiant, organisé par l'UEJF, l'Union des étudiants juifs laïcs. Et leur guide, c'était un survivant du camp. Et il m'avait raconté que c'était un moment d'humanité extraordinaire, que vraiment ce qu'ils avaient vécu tous ensemble avec ce guide-là. Bon, c'est des jeunes juifs aussi, hein. Enfin, je veux dire, ils étaient pas en touristes. On n'est pas, je veux dire, je suis pas juif moi-même. Si j'allais à Auschwitz, je n'irais pas en touriste. Enfin, l'histoire concentrationnaire, en plus, m'a énormément intéressé. J'ai beaucoup lu. Enfin, elle me touche énormément. Mais bon,
En tout cas, eux n'y allaient vraiment pas en touriste. Mais c'est pas seulement ça, sans doute. C'est-à-dire qu'il s'est produit, ça aurait pu ne pas se produire. Il n'y a rien d'automatique à ça. Mais il s'est produit quelque chose, visiblement, d'une communion assez extraordinaire, une transmission, justement, assez extraordinaire. Et de quoi exactement? Pas d'une mémoire factuelle, c'est pas ça. Ces jeunes étudiants, ils savaient ce qui s'était passé à Auschwitz. Qu'est-ce qui se passe là, finalement, pour le survivant? C'est ça qui est vachement intéressant, parce que, malgré tout, il retourne à l'endroit du trauma. C'est dangereux. Il retourne à un endroit de terreur pour lui. Et tout d'un coup, non seulement il n'y retourne pas seul, mais le lieu même de l'horreur devient, d'une certaine façon, le lieu de l'amour, le lieu de la communion. Devient l'endroit où, en ressuscitant le souvenir de l'horreur, tout d'un coup, ce souvenir est le matériau même de quelque chose qui est l'inverse exact de l'horreur, hein, d'un moment de rapprochement et de communion extrêmement fort. Et là encore, c'est du côté des corps que ça se passe, sans doute. Je veux dire, c'est ce même moment qu'on sent parfois dans une salle de théâtre ou dans une salle de concert où tout d'un coup tout le monde s'arrête de respirer, enfin, où on sent qu'on est vraiment en communion. Ou ce même moment amoureux, enfin, c'est-à-dire, il y a 1000 manières d'avoir un geste où tu prends la main de l'autre et il s'y passe pas grand-chose, t'es déconnecté et l'autre aussi de ce qui est en train de se passer, et puis tout d'un coup, tu lui prends la main et tu sens que ça vibre des pieds à la tête et chez toi et chez l'autre. Il y a un éprouvé là. Donc, à l'endroit même où il était sans doute, en tant que détenu, glacé dans sa solitude, emprisonné dans son corps souffrant et dans sa psyché en panique, tout d'un coup, en ressuscitant ce souvenir, parce qu'il le ressuscite avec d'autres dans des conditions très particulières, c'est à ce même endroit que tout d'un coup, il éprouve quelque chose de carrément antagonique avec ça. Je ne dis pas que ça suffit à guérir le trauma, mais évidemment, tout d'un coup, cet espace imaginaire qui était un espace imaginaire d'horreur, il y a des brèches qui s'y créent pour qu'il devienne un espace imaginaire de jouissance. Bon, je pense que c'est une assez bonne représentation de ce qui peut se passer en effet dans un cabinet de psy à certains moments, à l'occasion d'un souvenir, par exemple, traumatique. J'entends, et tu le transmets bien. Euh, Il y a dans la force, en fait, et ça fait contacter quelque chose que je considère comme souvent un pouvoir qu'on ne connaît pas et qu'on a, ça va être les couches qu'on va remettre sur les croyances qui sont les nôtres, sur l'image qu'on a de nous, des autres. Et à chaque fois qu'on en remet une couche, on a tendance à le faire de façon identique, pour figer, pour se rassurer. Et donc, du coup, on se trimballe avec des choses qui font des tonnes, alors qu'au départ, elles étaient peut-être pas si lourdes que ça, mais comme ça fait des années qu'on les ressasse, qu'on les raconte de la même façon, qu'on se les raconte de la même façon, on a des endroits de rigidité, des endroits de lourdeur, des endroits d'immuable presque. En tout cas, ce Oui, serait vraiment très coûteux de s'assouplir à ces endroits-là, et pour autant, ce seraient les endroits à assouplir les plus voilà, libératoires, j'entends. d'une certaine façon. Mais justement, c'est là où, de la même façon que dans le rapport parent-enfant, je ne crois pas du tout à la volonté. Et c'est là où, en effet, c'est pas du storytelling. C'est-à-dire qu'il suffit pas de se dire, tiens, je vais le raconter différemment pour que ça marche. Ouais, je C'est comprends. d'ailleurs aussi tout ce qui fait que la discussion entre amis, quand l'autre va mal, est si désespérante. Parce qu'en général, quand la personne que tu aimes te raconte sa détresse, presque toujours, tu vois que cette détresse, elle est liée aussi à la façon dont cette personne se raconte les événements. Et toi qui es détaché, tu vois très bien quelle mise en récit serait beaucoup moins douloureuse. Et donc t'es tenté de dire à l'autre, oui, mais regarde, c'est tout aussi vrai de se le raconter comme ça, et si tu te le racontes comme ça, bah finalement, ça va, c'est bien moins grave. Et C'est souvent, un d'ailleurs, déni l'autre te dit d'altérité. rationnellement, ouais, t'as raison, ouais, c'est vrai, mais en fait, ça marche pas. Parce que ce qui va faire la force d'un récit pour nous ne tient pas du tout ni à sa cohérence, ni au fait qu'on y adhère rationnellement. C'est bien plus profond que ça et ça se maîtrise pas. Euh, donc en effet, toute la question, c'est comment, quel type d'éprouver, quel type d'expérience de vie va permettre en effet que la mise en récit s'infléchisse. Ben, pour ma part, du coup, je suis formé à la myosthésie.
Je sais pas si tu as entendu parler. Un peu. Et la façon dont on va envisager ça, c'est... euh, alors, je vais être très simpliste, je crois, donc caricatural, vous me pardonnerez. C'est qu'on va considérer les traumas comme étant des moments d'encapsulage de l'être qu'on était avec trop d'émotions, trop de choses qui se passaient, comme une sorte de courju qui va créer une sorte d'être encapsulé qui est pas loin de nous et qui va être réactivé au moment où on va croiser une situation qui va faire résonner pour nous les mêmes éléments. Et à ce moment-là, il va se passer un phénomène. Alors c'est pas en médiasthésie qu'on va le qualifier comme ça, mais c'est pour aller plus vite. Il y a un phénomène de régression en âge. On va avoir la faculté qu'on avait au moment du trauma. Donc on va perdre une bonne partie des moyens qu'on a dans l'évolution normale des choses. Et du coup, les séances sont des moments où on va pouvoir accueillir les êtres qui ont vécu ces situations traumatiques et leur demander ce qui a été vécu. En fait, en gros, c'est comme une discussion. C'est une rencontre des êtres. C'est-à-dire que les faits vont amener des émotions parce qu'ils y sont connectés et les émotions vont déboucher sur les êtres qui sont au final ce qui nous intéresse le plus. C'est qu'est-ce qui a été vécu à ce moment-là de façon subjective et qui n'a jamais pu vraiment se dire jusqu'au bout, n'a jamais pu être accueilli jusqu'au bout et juste le fait de le et puis parfois, ça va être à plusieurs endroits qui vont discuter ensemble et qui vont avoir des cohérences qui, dans un premier temps, ne sont pas d'accord entre elles. Et vu que, de toute façon, le but, en définitive, c'est toujours le même, c'est qu'on a des êtres de soi qui veulent prendre soin de nous. On veut prendre soin de soi de plein de façons différentes. Et donc, du coup, c'est des conflits de comment il faut prendre soin de soi. Au final, on va toujours tomber là-dessus. Il n'y a pas de partie de moi qui me veut du mal. Quand on parle d'auto-sabotage, moi j'ai toujours un petit mouvement comme ça en me disant non, non, on a que des pertinences qui sont pas connues, qui n'ont pas discuté entre elles et qui ne sont pas exprimées assez pleinement pour être apaisées. Elles sont juste stressées de je suis pas entendu, quoi. Bref, je faisais un petit tour par là parce que ouais, je sais pas comment ça résonne pour toi en vrai. C'est plutôt ça. Si, non, mais ton vocabulaire me choque pas du tout. Enfin, c'est tout à fait pertinent. Ce que je rajouterais, c'est que je pense que, au fond, quel que soit le nom de la pratique, tu vois, psychanalyse, maïeusthésie, une part essentielle va se jouer finalement dans ce qui va vibrer entre les deux interlocuteurs au moment où le souvenir est réactivé, enfin au moment où voilà. Ouais. Et c'est complexe d'ailleurs d'appréhender ça parce que cette vibration, c'est pas qu'une affaire d'émotion, c'est même pas forcément une affaire de similarité d'émotion. Ça peut parfois passer par le fait que tout d'un coup il y a une émotion qui est tellement similaire que c'est comme si elle était partagée. Mais c'est pas toujours ça. Et c'est pas que du côté de l'émotion. C'est aussi du côté du corps, c'est aussi du côté des images mentales suscitées, et parfois c'est du côté d'émotions apparemment antagoniques, mais en fait qui se répondent tellement, qui interagissent tellement. Enfin, c'est parfois écouter la détresse de l'autre avec sa détresse, oui, bien sûr. Mais c'est parfois aussi écouter la détresse de l'autre avec sa joie. Mais sa joie très profonde, enfin, de ces joies qui n'existent pas sans une détresse infinie. Enfin, je parle pas à sa tranquillité d'esprit parce que, oh là là, il a l'air vraiment de souffrir. Moi, je suis psy, ça va bien dans ma vie. Non, non, pas ça. Finalement, cette joie extraordinaire qui est profondément habitée par un sentiment d'urgence et par l'ampleur des larmes qu'on a versées le moment d'avant. Parfois, c'est avec cette vibration joyeuse qu'on entend l'infinie détresse de l'autre. Parfois l'inverse, d'ailleurs. Parfois l'autre arrive vibrant de joie et on l'écoute avec l'infini vertige de devoir un jour mourir. Et pourtant, il y a bien quelque chose là qui se connecte et qui vibre. Donc
C'est plus mystérieux. Enfin, c'est assez mystérieux ce qui se passe là. Bien sûr. Et c'est en ça que c'est réjouissant. Ouais. C'est en ça que c'est beau euh, bah de, d'avoir l'honneur de participer à des moments comme ça et puis de pas savoir ce qui va tomber, en fait. En vrai, on peut pas maîtriser, on peut Oui. pas contrôler. On peut pas contrôler, donc on peut juste être là et faire l'expérience. Je te rejoins tout à Et, fait. J'aime beaucoup ce vocabulaire sur avoir l'honneur d'être là. Ouais, tout à fait. hmm. Pour en revenir à notre sujet, qui est la transmission, je me demandais, qu'est-ce que les générations, je parle au sens familial du terme, qu'est-ce que les générations qui t'ont précédé t'ont transmise d'après toi? Qu'est-ce que tu constates qui vient des générations précédentes, qui font partie de comment tu te meus, de comment tu te considères, de comment tu parles, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des choses qui vont avec cet héritage-là? Euh, euh, je n'ai jamais fini de me poser cette question parce qu'elle m'intéresse sous plein d'angles. Euh, Sous des angles qui partent vraiment du plus intime, mais finalement qui était ce grand-père ou cette grand-mère, et, et, et qu'est-ce qui de ce grand-père ou de cette grand-mère contribue à éclairer ce père ou cette mère que j'ai eu, et qu'est-ce qui même dans le récit que ma mère a pu faire de ce grand-père ou de cet arrière-grand-père, comment l'ai-je entendu quand j'étais enfant, qu'est-ce qu'elle me racontait en me racontant ça, qu'est-ce, sans savoir qu'elle me le racontait. Euh, Tu vois, par exemple, j'ai eu une mère qui idéologiquement, et pas que idéologiquement, c'était pas une façade, elle se pensait vraiment féministe, elle avait vraiment beaucoup souffert du caractère très patriarcal de son milieu familial. Elle se pensait, et c'était pas qu'une posture, vraiment très très à gauche, très révoltée contre tout un tas de choses. Et, euh, et par exemple, il y a eu un truc marrant, enfin marrant, ouais, marrant, intriguant. Euh, Elle m'a raconté des anecdotes sur mon grand-père. Euh, Ma mère vient du Chili, elle est venue en France avant le coup d'État. Justement, elle est venue aussi pour fuir une famille, pour fuir un héritage dont elle ne voulait pas. C'était une lignée, son père, son grand-père, de journalistes, hommes politiques, avocats, etc. D'hommes de pouvoir, avec tout ce qu'il peut y avoir dans la notion d'homme de pouvoir et tous les abus qu'on peut entendre dans tous les sens, avec aussi des qualités justement. Enfin, et et mon grand-père, je crois, était, enfin d'après ce qu'elle dit, était un coureur de jupons qui a beaucoup fait souffrir sa mère jusqu'au jour où ils se sont séparés. Et donc, elle m'a raconté quand j'étais gamin une anecdote du jour où une femme avait appelé, enfin le téléphone sonne soudain chez mes grands-parents et ma grand-mère décroche et une voix féminine un peu enjôleuse demande à parler à mon grand-père en employant son prénom. Et ma grand-mère, pas folle la guêpe, se présente non pas comme son épouse, mais comme sa sœur. Mon frère n'est pas là, qui dois-je annoncer, enfin, vous êtes qui? Et l'autre répond, je suis sa fiancée. Ah bon, je suis ravi de faire votre connaissance. Et, et dans la conversation, on découvre que la fiancée en question, c'était visiblement un peu la starlette argentine de l'époque, une espèce de Brigitte Bardot du moment, quoi. Et donc, ma mère m'a raconté ça consciemment pour me raconter à quel point son père avait fait souffrir sa mère et s'était mal comporté. Quel besoin y avait-il quelle fierté inconsciente venait se loger quand même là, dans mon père, c'est quand même quelqu'un qui a séduit la starlette du moment. En tout cas, je ne peux pas ne pas noter que le garçon que j'étais y a entendu ça aussi. Et y a construit quelque chose de très complexe autour de ce récit.
à la fois ce qu'il ne fallait pas être, mais aussi de ce qu'il fallait être, exactement au même endroit finalement. Faut pas être l'homme qui fait souffrir les femmes, faut pas être le séducteur, mais putain quand même quel séducteur mon grand-père. Donc c'était même pas seulement ce qu'on hérite des générations précédentes, c'est ce qu'on hérite via l'imaginaire de chaque génération. Enfin, qu'est-ce qui se raconte quand ça se raconte? Et sans doute plein de choses. Donc cet angle-là passionne. Déjà pour ma propre histoire, parce que j'ai pas du tout fini de découvrir des choses là-dessus, ou de croire les découvrir, en tout cas de regarder ça sous d'autres angles. Et c'est comme un continent inépuisable qui continue à chaque moment de mon existence, à chaque changement, à dévoiler des nouveaux trésors. Tout d'un coup apparaît dans ce paysage un arbre, un endroit où il y avait du désert. Donc, tiens, il y a un arbre. Mais ça m'intéresse aussi beaucoup sous l'angle sociologique. Parce que étant donné la complexité de nos sociétés, on a tous des identités sociologiques extrêmement complexes. Parce qu'il y a eu tellement d'hybridation entre les milieux sociaux, malgré tout, même dans ceux qui se croient pur jus, c'est une blague. Qu'en plus, c'est pas simplement des conditions sociales objectives qui se transmettent, mais c'est aussi des identifications, parce que dans une famille de paysans, il peut y avoir un membre de la fratrie qui, lui, s'est identifié au notable. Et donc c'est pas qu'un fils de paysan, c'est aussi imaginairement un notable, et que finalement, ce qu'il a transmis, c'est un drôle de machin. Donc si en plus on rentre ça en ligne de compte, si on se contente pas du réel, mais qu'on entre aussi dans l'imaginaire, dans par exemple tout ce que construisait l'imaginaire de la fratrie dans notre culture d'inspiration féodale, ou de la même façon qu'il y avait une hiérarchie sociale entre les nobles, les bourgeois, les manants, etc. Il y avait aussi une hiérarchie entre les aînés, les cadets, les benjamins. Et que donc d'une certaine manière, l'aîné, même l'aîné du meunier, celui qui hérite du moulin, pendant que le cadet hérite de l'âne, et le benjamin juste d'un chat. Il se trouve que c'est le chaboté, tant mieux, mais mais l'aîné qui héritait du moulin, c'était le noble de la fratrie. C'était lui le duc. Donc c'est les héritages sociologiques sont surtout porteurs de trames narratives d'une complexité extraordinaire. Et c'est vachement intéressant d'approcher aussi par là. On fait pas sans. On est aussi une partie prenante de la grande histoire, et dans l'investigation étourdissante de tiens, qui suis-je et qui sont ces gens que je reçois, il y a aussi ces éléments-là. Mais pas du tout justement comme des facteurs explicatifs sommaires. Ah oui, bah évidemment, oui. Vos grands-parents étaient des bourgeois lyonnais, oui, donc évidemment, on n'a rien dit. Quand on a dit ça, on n'a encore rien dit. Mais justement, pas au sens où ce serait insignifiant que ce soit des bourgeois lyonnais. C'est juste que c'est le tout début ah oui, et quel bourgeois était-il dans un imaginaire protestant, plutôt catholique, et comment ils le vivaient, et c'était quoi leur manière à eux d'être bourgeois lyonnais. Et donc là, c'est inépuisable et passionnant. Et puis il y a l'angle anthropologique, c'est-à-dire celui qui nous place carrément non pas dans le temps de la sociologie qui est un temps relativement court, mais dans le temps long. Qu'est-ce qui là-dedans nous raconte que nous sommes dans une culture judéo-chrétienne, héritière de la culture grecque, que nous ne sommes pas des chasseurs-cueilleurs, et ça aussi, c'est génial. Il y a un nombre de choses J'ai l'impression que c'est de la gourmandise et que t'es content que tu puisses jamais en faire le tour, et que mine de rien, à chaque fois que tu ouvres une petite boîte, il y en a 10 qui s'ouvrent, et c'est intéressant. Ah bah évidemment. Pour toi. Non mais c'est presque un scandale d'être payé pour être analyste. Enfin, je veux dire, non mais je suis payé à rencontrer des gens. Il n'y a rien de plus merveilleux que de rencontrer quelqu'un. Surtout quand cette personne, pour plein de raisons, parle de plus en plus pour de vrai. Enfin, et il y a, oui, bien sûr, il y a quelque chose comme un honneur. Ça m'est arrivé souvent de me dire, waouh, quel honneur de partager cette confidence-là, cette chose-là, enfin, ce trésor de sensibilité qui se dit là.
oui, quel honneur d'être celui à qui, par qui ça se met en travail. Mais il y a aussi bien sûr des enjeux de jouissance qui sont au fond ceux du lecteur de romans et du cinéphile que je suis. C'est-à-dire que c'est beau en fait, l'histoire humaine qui se déploie, c'est vachement beau. Enfin, euh, plus elle se déploie et plus le mystère s'épaissit et plus c'est beau. Et alors quand en plus le fait que tes émotions affectives et esthétiques, elles sont ce par quoi l'autre bouge et, et se libère. Je dis bien l'autre, c'est pas toi qui libère l'autre, mais ce par quoi l'autre, finalement, en plus, est de plus en plus heureux. C'est pas toujours le cas, mais c'est parfois le cas, et parfois le cas de manière vraiment très flagrante. Enfin, à cet endroit, c'est sublime. C'est génial.